Jean-Christophe, tu as détecté, pas tout seul, mais tu as su détecter 10 tendances, 10 tendances majeures, et tu penses que chaque entrepreneur devrait connaître ces 10 tendances. Est-ce que tu veux bien nous emmener un petit peu dans ce monde particulier où peut-être on n'a pas tous les bons réflexes? Alors effectivement, il s'agit d'une fiche de lecture. Il s'agit d'une fiche de lecture. On fait ça assez régulièrement dans nos séminaires. On prend un livre et puis on vous explique pourquoi il faut le lire. Alors là, on a pris un livre et puis il y avait beaucoup de choses à en dire en fait. Et donc il faut certainement le lire. C'est un livre avec plein d'images, donc facile à lire et je vais vous montrer quelques-unes de ces images. Donc, c'est un livre qui s'appelle Les 10 tendances globales que les gens intelligents devraient savoir, devraient connaître. Et c'est un livre qui part du principe qu'en fait, tout ce tout ce qui est bien met du temps à se faire, tout ce qui est mal est quasiment instantané. Et que ce déséquilibre, en fait, nous oblige à rééquilibrer le biais. Donc, le livre, vous le voilà, c'est vraiment un livre d'illustrations qui sont parties de data qui sont essentiellement les data de la World Bank, donc de la Banque mondiale, de l'ONU, des sources officielles. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous globalement pessimistes sur le futur. Alors, en général, quand on va un peu plus fin dans les statistiques, on est pessimiste sur le futur des autres plus que sur le nôtre. Mais globalement, on pense tous que le monde va mal et qu'on va vers la fin. Alors, par exemple, ben, on est persuadé que l'enrichissement, c'est derrière nous, que c'était nos parents qui l'avaient eu. Le problème, c'est quand on traite les datas, eh ben, voilà sur quoi on tombe. C'est finalement une accélération de la richesse par tête. Ce n'est pas la richesse mondiale, on est de plus en plus nombreux, normal qu'on soit riche, c'est la richesse par tête. Ah, bon, embêtant. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la pauvreté? Eh bien, sur la pauvreté, c'est pareil. Les données qu'on a accumulées nous montrent que le pourcentage des gens qui sont dans une pauvreté absolue, donc qui se traduit par 1 $ par jour pour vivre, est passé de 95% à aujourd'hui pas loin de 5%. Donc, ce qui était une scène assez classique, y compris en France, hein, puisque je vous rappelle qu'à Nanterre, il y avait des bidonvilles, et ben voilà le trend par région de la partie de la population qui vit dans des bidonvilles. Alors après, il y a toujours cette question de population. Vous êtes tous conscients que c'est littéralement exponentiel. Regardez, on se croirait face à une courbe du Covid. On va tous mourir. Et là, je vous avais parlé d'un autre livre il y a 2 ans qui s'appelle Empty World, Empty Planet en fait. Je vous donne le bon titre. Donc, qui a été écrit par deux spécialistes des affaires publiques qui ont repris les chiffres globaux. Et leur thèse, c'est qu'on va vers un pic de la population mondiale avant 30 ans. Ça veut dire qu'on va être environ 9 milliards d'habitants dans 30 ans et qu'on va après retomber au niveau actuel. Donc, là, pour le coup, on est dans 80 ans, on va se retrouver à 7 milliards d'habitants. Alors, pourquoi est-ce qu'ils pensent ça? Parce que quand on regarde bien les pays, les gros contributeurs de la croissance mondiale qu'on a eu, Chine, Inde, Amérique latine, eh ben, ils sont passés de taux de fécondité de 6 à 1,5, de 5,8 à 2,1. L'Afrique est passée de 6,7 à 4,2, donc c'est quand même un gros ralentissement. L'Amérique latine est passée de 6 à 2. Donc, tous ces moteurs de croissance démographique se sont éteints. Et pour certains,
Ils sont même en forte chute, 1,5. Je vous assure que c'est assez rapide. Et d'ailleurs, ça fait suffisamment longtemps pour que la Chine soit déjà en phase de vieillissement. Alors, les causes pour les auteurs, c'est essentiellement l'urbanisation. On est passé de un peu plus d'un tiers de la population à beaucoup plus de la moitié qui vit dans les villes. Le deuxième élément, c'est la prise de pouvoir des femmes. Donc, c'est essentiellement lié au fait que, comme on est urbanisé, comme il y a la télévision, eh ben, les femmes imaginent un autre rôle que d'être simplement porteuses d'enfants. Et donc, on voit très nettement des chutes de la natalité par femme. Ça va avec un changement de culture, évidemment. Ça va avec une certaine forme de succès des politiques malthusiennes qui ont été menées notamment par la Chine et l'Inde. Et puis, il y a aussi, du coup, une conséquence de ça, c'est une structure d'âge et de genre, puisqu'on devient plus vieux, donc moins d'enfants. Et puis, il y a beaucoup de femmes qui ont été tuées en bas âge, en Chine et en Inde notamment, et qui fait que du coup, on se retrouve avec des populations avec trop d'hommes par rapport au nombre de femmes. Donc, bref, tout ça est considéré comme une cause de la situation. Et du coup, on est face à une population vieillissante, c'est-à-dire que on a une espérance de vie qui est passée de 47 à 78 ans en Asie, et donc ils vont rejoindre le standard en 2050, le standard de maintenant, aussi bien pour l'Asie que l'Afrique que pour l'Amérique latine. Et ce vieillissement, il se voit dans un âge médian qui aujourd'hui est de l'ordre de 30 ans sur la planète, avec oui, 29 ans, 19 ans en Afrique. Donc l'âge médian, hein, c'est l'âge qui partage la population en deux. Donc la moitié de la population fait moins de 19 ans en Afrique, l'autre moitié fait plus. En 2050, ce sera 25 qui partagera, mais en Asie, ce sera 40, ce qui est notre situation actuellement. Donc, vous voyez notre situation où on est terriblement anxieux pour le devenir de nos anciens. Et ben, c'est ce qui va être dans 30 ans la situation de l'ensemble de l'Asie, mais qui est déjà pas loin d'être la situation de ce qu'on voit en Chine, par exemple. Alors, on peut mettre des bémols à toutes ces observations, c'est que ce n'est pas pour tout de suite, c'est pour dans 30 ans, qu'il y a certainement des loops de feedback, c'est-à-dire à un moment, le manque de jeunes va finir par pousser les gens à en avoir un peu plus vite que prévu, et que d'autres démographes ont des idées de pics qui soient un peu supérieurs et un peu plus tard. Donc voilà les différents types de scénarios, mais aujourd'hui, on a l'air d'être très clairement en piste pour être sur le scénario bas. Alors ça, c'était la question de la population. Il y a une question des ressources. Vous avez tous entendu cette idée que, oh là là, mais on a de moins en moins de ressources, on arrive à un pic, etc. Alors bon, bah, ils disent, ouais, je ne comprends pas, hein, parce que depuis 80, regardez les réserves et la production. Donc vous voyez, ça, à chaque fois, les réserves sont parallèles à la croissance de la production. Et puis, ils mettent le point sur un autre élément, c'est que globalement, on est de plus en plus efficace à utiliser l'énergie. Vous voyez, ça, c'est les kilos de CO2 qu'on émet par point de PIB. Donc, on fait finalement de la croissance avec moins d'énergie, puisque finalement, l'émission de CO2, c'est un marqueur de l'émission d'énergie. Autre point, la nourriture dans le monde, eh ben, vous voyez que la quantité de calories par habitant dans le monde est passée de 2002 à 2009 presque aujourd'hui dans les mondiales, mais même des zones comme l'Afrique subsaharienne, c'est passé de 1800 à maintenant 2400 kilocalories par jour. Donc, on a probablement trop de nourriture et probablement pas la nourriture qu'il faut. Mais en tout cas, on n'est plus dans le problème de la faim. Par ailleurs, les forêts, on a l'impression qu'elles reculent, qu'il y en a de moins en moins, que ça brûle de partout.
Et quand on les mesure, on s'aperçoit qu'on a pris 3 millions de kilomètres carrés depuis 1985. Et si vous regardez sur l'Europe ou les États-Unis, on est à une progression de 35%. Il n'y a guère que l'Océanie qui ne bouge pas, mais il faut dire qu'ils sont quand même un peu au milieu de l'océan. Mais même en Afrique, on voit une forme de progression. Il y a l'Amérique du Sud qui aurait une légère régression. Alors, les villes sont en forte croissance. On l'a déjà vu quand on parlait de population, on est passé dans les années 50 à 30% de la population urbaine jusqu'à pas loin de 70%, enfin plus de 70% en 2050. Et ça, eux voient ça comme une amélioration, comme quelque chose de mieux, puisque ils disent plus on est dense en termes d'habitat et plus on peut mutualiser les ressources et plus on peut on est économe de l'énergie, des matières premières, etc. Et plus on a d'opportunités. Après, ils disent même des aspects plus controversés, comme par exemple la place des dictatures dans le monde. Et regardez en rouge, c'est les dictatures. Et vous voyez, depuis en fait la fin de l'époque soviétique, on a plutôt une régression de la dictature et on a une progression relativement constante de la démocratie. Et ça se voit aussi par rapport à 86, la proportion de la presse libre par rapport à non libre. Il y a tout un pan de presse non libre qui a disparu avec la chute du mur de Berlin. Ça, c'est un autre facteur d'optimisme, c'est la place des femmes dans la politique. Donc, vous voyez la progression des pays qui admettent le droit de vote des femmes. On est à quasi 100%. On est en rouge les femmes leaders en cumul. Et puis en vert, c'est la proportion de femmes dans les parlements nationaux. C'est l'axe de gauche qu'il faut regarder. Donc on est passé de 10 à 30% en l'espace de 20 ans. Donc tout ça semble montrer des gros changements, des grosses améliorations. Au niveau de la guerre entre les pays, vous voyez qu'il y a globalement un trend qui est plutôt, en chute. Alors, c'est effectivement avec de la volatilité, mais le trend est plutôt en train de... Enfin, la tendance est plutôt à la baisse. Et même la sûreté, ils ont un chiffre qui est assez étonnant, c'est le nombre de morts dans des accidents, dans des catastrophes, dans les grandes catastrophes naturelles. Donc, vous voyez que par rapport à ce qui était les années 20 et 30, on a une chute considérable du danger que représente la Terre pour nous. Alors, en revanche, il faut comprendre que si on en parle plus, c'est qu'ils sont plus coûteux quand ils arrivent parce qu'il y a plus de choses qui peuvent être détruites par la catastrophe, qu'on a plus souvent assuré et que les médias font une couverture beaucoup plus importante de ces événements. Et puis, on a un biais une tendance à la négativité. On a une tendance à voir les choses négatives. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ça? Eh bien, parce que les médias savent que la peur fait vendre, mais aussi parce qu'on pense que une fois qu'on l'a eu, c'est normal. Alors, je vais vous traduire ça en auvergnat pour faire plaisir à mon associé Patrick. Pain avalé n'a plus de goût. Hein. Ça y est, c'est fini, quoi. La vie s'est améliorée et c'est normal. Et il y a un autre aspect que je voulais souligner, c'est qu'il y a l'apocalypse. L'apocalypse. C'est-à-dire, c'est les 4 cavaliers d'Apocalypse, ceux qui sont décrits par Saint Jean à Patmos, donc cette petite île enchanteresse des archipels grecs. Il a eu des visions avec des choses incroyables. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. À l'évidence, ce garçon a abusé des substances stupéfiantes
Mais ce qu'il raconte, un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière parut comme du sang, les étoiles tombèrent vers la terre, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers de la montagne. Ça, c'est la description d'un cataclysme incroyable. C'est la description de ce que fait, par exemple, une comète quand elle vient heurter la Terre. Et il n'y a pas que Saint Jean qui en parle. Dans toutes les civilisations, on a des récits d'apocalypse, des récits apocalyptiques. Alors, ça m'amène donc à vous parler de cette petite fleur. Cette petite fleur est une dryas. C'est une fleur qui pousse plutôt dans le cercle arctique et qu'on retrouve en Europe dans une période qui normalement est une période de réchauffement. Et on a appelé cette période la période du refroidissement. C'est le dryas inférieur, parce qu'il y avait un dryas supérieur de refroidissement. Et il se trouve que c'est une période très intéressante parce que ça a remis en cause des tas de croyances, comme par exemple la croyance des premiers Américains. Les premiers Américains, vous voyez, à l'évidence, ce garçon vient d'Asie, hein, et donc il a traversé le détroit de Bering il y a 8000 ans avec ses proches sur la terre découverte de l'époque. Et donc ça, c'est la belle légende. Sauf que on retrouve ça, et on retrouve ça datant de 13 000 ans, donc 5 000 ans avant cette fameuse invasion par les steppes asiatiques. Et ces types de silex très sophistiqués, très bien taillés, qui montrent une connaissance intime de la pierre, dans la façon de les faire, la façon de faire résonner la pierre pour qu'elle lâche des éclats tranchants et résistants. C'est des choses qu'on retrouve aussi à Solutré, à la même époque. Donc, on a là une évidence que les États-Unis appartiennent à la France et qu'il faut aller reconquérir ce territoire perdu. Vous avez toute le récit de ces histoires de ce qu'on appelle les Clovis, qui sont racontées par Graham Hancock dans America Before. C'est le 3e livre de cette séquence sur les livres à lire. Graham Hancock raconte parfaitement tout ce qui nous permet de penser qu'il y a eu des Américains avant les Indiens d'Amérique, et donc avant 8000 ans. Mais manifestement, quelque chose s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 12 800 ans, quand on regarde dans les strates qu'on va étudier en géologie, on voit une période avec un espèce de bande noire. C'est la période de la frontière de l'époque du Dryas inférieur. Et on y retrouve dedans du charbon de bois, du chrome. Le chrome, ça vient de le chrome, ça vient de l'extérieur de la planète. Hein. C'est des microsphérules qu'on retrouve qui montrent la présence d'un impact très fort. C'est sous des très fortes chaleurs et températures que se forment des gouttelettes comme ça. Et on retrouve ces sphérules à chaque fois dans cette frontière du Dryas inférieur. Et si on regarde les courbes de température de la glace au centre du Groenland, on s'aperçoit qu'il y a 20 000 ans, la température a commencé à monter jusqu'à dépasser la température actuelle, hein, et qu'il y a eu une période de près de 1000 ans où la température est revenue en arrière très brutalement, et puis après est venue rattraper la courbe précédente. Ça, c'est ça qu'on appelle le Younger Dryas, le Dryas inférieur. Et à cette époque-là, vous voyez l'Europe
avec les terres émergées. Probablement, les terres émergées sont plus émergées que ça encore, mais c'est une vue simplement en regardant qu'est-ce qu'il y a à 120 mètres en dessous du niveau de la mer. Et on oublie que la Terre peut aussi s'enfoncer quand il y a beaucoup d'eau qui se retrouve dessus. Enfin, que la plaque océanique, quand toutes ces glaces-là a fondu, ben, ça a fait de l'eau qui a pesé sur le fond des océans. Et aux États-Unis, c'était comme ça. Voilà une autre vision, c'est le glacier du Laurentide ici, et puis les deux autres glaciers. D'ailleurs, beaucoup de gens imaginent que la raison pour laquelle il y a 8000 ans, les gens ont pu venir du détroit de Bering, c'est que là, il y avait un passage qui s'était ouvert, parce qu'évidemment, les hommes ne sont pas capables de passer par bateau. Comme l'indique la présence des silex venant en étant de même conception que ceux de Solutré. Et alors là, si vous regardez maintenant Google Maps, vous cherchez Carolina Bays Parkway, et quand vous allez zoomer, vous allez trouver quelque chose comme ça. Est-ce que vous voyez des ellipses? Est-ce que vous voyez des formes arrondies dans les champs? Bon, je vais vous en montrer quelques-unes. Ouais, c'est quand même assez clair, hein. Et les ellipses, là, moi, je les ai faites avec je les ai marquées avec mon PowerPoint, mais j'ai fait des copier-coller. Donc, vous voyez, elles sont toutes orientées exactement dans la même direction. Et ça, vous voyez, ces ellipses-là, c'est quelque chose qu'on peut comparer à des éclaboussures. Des éclaboussures, donc, qui viendraient de la zone, vous voyez, qui est au-dessus de Carolina Bays. Et cette zone-là, je vous rappelle, elle était couverte, ici, là, elle était couverte par un glacier de 2 km de haut. Et donc, on pense que sur ce glacier, une météorite est arrivée et elle a fait gicler des blocs de glace qui sont allés jusqu'à Carolina Bays et qui ont fait ce qu'on appelle les Carolina Bays, c'est-à-dire ces espèces de grandes masses d'éclats. Alors, le problème, c'est que chacun de ces éclats, c'est l'équivalent à 40 fois Hiroshima. Et vous avez vu, il y en a beaucoup. Donc, 90% des mammifères de plus de 60 kg ont disparu. Les mammouths, les ours des cavernes, les lions des cavernes, les tigres à dents de sabre, tout ça, ça a disparu exactement à la même époque. Et nous, les hommes, on fait plus de 60 kilos, donc il y a une grosse partie des humains qui ont disparu, dont justement cette civilisation des Clovis, mais certainement d'autres. Et on peut se dire qu'une catastrophe comme ça doit laisser des traces dans la mémoire de l'homme. Je vous rappelle que quand on prend des souris et qu'on les stresse avec des chocs électriques et puis qu'on met en même temps une petite lumière verte qui clignote, si on prend 2 générations après, sans qu'il y ait de contact entre chaque génération, eh ben, les petits-enfants de ces souris continuent à montrer des signes de stress quand la lumière verte clignote. Donc, c'est quelque part génétiquement inscrit une information qui est « attention ». Quand il y a une lumière verte, fais gaffe, ça sent le caramel. Bon, ça, une catastrophe comme ça laisse très certainement des traces de l'ADN. Mais que penser d'une douzaine de catastrophes comme ça? Depuis 300 000 ans que l'homme existe, c'est à peu près le nombre de catastrophes qu'on a subies. Donc, ça marque l'ADN. Donc, ça nous marque, nous, de se dire « Ouais, ça va super bien, mais en fait, là, demain, ça risque d'être terrible. » En conclusion, donc oui, la vie est dangereuse. Le monde va très bien, mais il peut disparaître à tout moment. En revanche, il est probable que ce soit plutôt subitement que par une évolution inexorable auquel on ne se serait pas adapté. Grâce aux entrepreneurs, l'humanité sait s'adapter. Merci Jean-Christophe pour ces tendances un peu à contre-pied de ce que les médias nous présentent au quotidien. Alors du coup, quel est le mécanisme, peut-être rapidement, puisqu'il est déjà 11h45, mais quel est le mécanisme par lequel on a toutes ces informations finalement qui ne nous parlent pas de ces grandes tendances, mais qu'on va avoir une surexposition à des informations qui sont un petit peu différentes et parfois contradictoires? Alors, il y a un mécanisme physiologique,
C'est ce mécanisme qui nous permet de graver dans l'ADN des informations nécessaires à la survie de l'espèce. Alors ça, on n'a pas la compréhension de comment ça se fait, mais on sait que la partie codante, la partie qui permet de faire des protéines, c'est une partie qui fait 2% du total de notre patrimoine génétique. Donc il y a 98% qui est transmis, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Certains émettaient l'hypothèse que c'est pratique, on a camouflé la partie codante dans d'autres parties, comme ça, quand il y a des dommages, ça va toucher des trucs qui ne servent à rien. Mais il n'y a pas beaucoup de trucs qui ne servent à rien en physiologie. C'est l'énergie. Hein. L'énergie, on cherche à pas gaspiller. Après, la mécanique psychologique, c'est qu'on a dans le cerveau des amygdales, qui sont des petites substances, des petites zones du cerveau, qui sont très très faciles à activer dès qu'un danger se présente face à nous. Et ces amygdales sont beaucoup plus faciles à exciter que ne le sont leur opposé, qui est le noyau accumbien, qui lui nous indique les choses agréables et les choses désirables. Donc en fait, notre physiologie nous amène à être court-termiste et à surreprésenter finalement nos inquiétudes à court terme et à sous-estimer les évolutions long terme qui peuvent être positives. En tout cas, on est alerté par des choses qui nous sont arrivées, mais on ne sait pas très bien les interpréter parce qu'on est dans un monde trop différent. Tu vois, au moment du tsunami de 2000, j'ai envie de dire 2004, mais je ne sais plus. Fukushima? Non, non, celui oui, qui est en Thaïlande. Oui. 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 Thaïlande, Indonésie, etc. On s'est aperçu que plus les gens vivaient dans une tribu restée sur son mode de vie primitif, et plus ils étaient montés dans la montagne avant l'arrivée du tsunami. Donc, ils avaient une lecture beaucoup plus fine que nous des signes avant-coureurs et des choses auxquelles il faut faire attention. Donc, nous, on est dans une société qui n'a rien à voir avec celle dans laquelle vivaient nos ancêtres. Donc, les signes d'alerte sont permanents, sont partout. Donc, on a parlé du rôle des médias, mais il y a le rôle social, par exemple. On est dans une peur, enfin, dans une angoisse permanente du fait des menaces qui sont liées à qui pèsent sur notre statut ou qui pèsent sur notre autonomie ou qui pèsent sur des éléments qui nous affolent, en fait. Donc, on n'a pas de raison. En tout cas, on n'a pas on a des raisons fondamentales, mais on les place au mauvais endroit. C'est en tout cas mon hypothèse. Merci d'avoir partagé avec nous toutes ces belles idées. Je suis sûr que les entrepreneurs s'empareront notamment de cette évolution démographique surprenante. On pensait qu'on serait 20 milliards en 2010. On n'est que 7 milliards. C'est beaucoup déjà par rapport à 50 ans en arrière ou 100 ans en arrière. Il y a eu vraiment un très très grand changement, mais a priori on ne sera jamais 20 milliards et on ne sera jamais 12, qui était le dernier chiffre publié par les Nations Unies. Et une Chine à 700 millions d'habitants, comme on vous l'évoquait il y a quelque temps dans un séminaire, c'est tout à fait très différent d'une Chine à 1,3 milliard. De voir les grands bassins de population réduire leur taux de natalité, c'est très surprenant pour les démographes qui n'ont pas estimé notamment le niveau d'éducation des femmes. Plus on est éduqué et moins on fait d'enfants. On ne fait pas 6 enfants quand on a fait des études, mais plutôt 2 ou 3. Et il ne faut pas oublier que l'éducation, ce n'est pas seulement aller à l'école. La télévision, par exemple, c'est l'éducation. C'est ce que tu disais tout à l'heure dans ta présentation. Donc, autant d'occasions pour les entrepreneurs de saisir ces méga trends, ces grandes tendances pour bâtir des projets utiles à l'ensemble de nos concitoyens.